Voilà, bien, bon, bah, écoutez, rebonjour et merci d'être là. Je vais essayer de faire très court à l'introduction. En tout cas, cette conférence, c'est peut-être la centième, je ne sais pas compter, 99e, 101e, je ne sais pas, sur les enjeux du nucléaire. Et nous avons créé les entretiens européens il y a maintenant 20 ans, un peu plus, même 21 ans, pour travailler à l'appropriation sociétale du nucléaire, pour mobiliser non seulement le secteur nucléaire, la filière, mais aussi tous ceux, les consommateurs, les financeurs, si j'ose dire, la société tout entière, à cette perspective, à l'avenir du nucléaire, qui représente pour nous évidemment un bien public essentiel et qui relève de l'intérêt général. Évidemment. C'est un choix de société, c'est pas qu'une technologie, c'est beaucoup plus que ça, c'est un choix de société qui engage absolument tous les acteurs et les citoyens eux-mêmes. Encore faut-il que nos gouvernements n'aient pas le nucléaire honteux, n'est-ce pas, et travaillent à sa sûreté et sa sécurité, ça ils savent le faire, mais plus globalement au développement de l'industrie et essayer d'aller vers une filière européenne, une filière industrielle européenne, et de créer les conditions pour pouvoir le faire. Alors, il y a 20 ans, s'est constitué un marché de l'électricité. On a tout de suite été pour, bien sûr, le marché, parce que un marché, c'est aussi l'échange de l'offre et de la demande entre nous, mais c'est pas que ça, c'est des coopérations entre nous, c'est des échanges territoriaux. Ça devrait être beaucoup plus, évidemment, ça devrait favoriser beaucoup plus l'industrie européenne. Malheureusement, ce marché, il était bancal. On l'a dit il y a 20 ans. Il est régi par les règles de la concurrence. Ça manque de politique commune, ça manque de solidarité, ça se cherche. On ne peut pas dire le contraire. Il y a eu des tentatives, il y a des petits bouts, mais évidemment, on est loin de compte. Et aujourd'hui, ce marché, il dysfonctionne complètement parce que la crise a éclaté. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il faut le réformer. Alors, c'est évidemment une victoire, entre guillemets, si j'ose dire, à la Pyrrhus, on pourrait peut-être dire. Mais en tout cas, on ne va pas bouder le débat sur la réforme du marché. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour et on veut s'inscrire positivement dans ce débat. On l'a eu dans plusieurs colloques internationaux. On l'avait encore l'année dernière avec Nicolas Pesaresi de la Commission, chef d'unité à la DG Concurrence, qui est encore là aujourd'hui, je veux le remercier. Il va nous dire un peu comment la Commission, finalement, a accepté de mettre cette réforme à l'ordre du jour. Elle s'est battue contre. Elle disait, on ne touche pas au marché. C'est dans le marbre, le droit de la concurrence, on n'y touche pas. Est-ce qu'on ira jusqu'à toucher au droit de la concurrence? On aura le débat, évidemment, avec lui. Et en tout cas, on voudrait examiner les propositions que fait la Commission et faire réagir aux propositions de la Commission ceux qui ont besoin de ce marché, les opérateurs, avec EDF, merci Antoine d'être là, avec les grands consommateurs, consommateurs d'électricité et de gaz, comme les industries et le tertiaire, les services. Et on a la chance d'avoir le président du CLE qui rassemble d'ailleurs ces entreprises avec nous. Merci Franck Rubanovic. Et puis les investisseurs. Alors les investisseurs, je dois dire que c'est plus compliqué à les faire venir aujourd'hui. Le nucléaire, c'est du très long terme. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas investi dans le secteur. On ne sait plus non plus investir dans le long terme. Et aujourd'hui, qu'on a besoin d'investir dans le long terme, on va revenir sur la crise énergétique et sur la crise tout court qui nous oblige à penser le long terme. On va le faire dans des conditions économiques globales extrêmement difficile. Donc, on se choisit le moment sans doute le plus difficile pour réformer le marché, mais on va en discuter pour voir si, effectivement, on va pouvoir aller de l'avant. Alors, nous avons quand même, parmi les investisseurs sont inquiets, c'est du très long terme, il y a beaucoup de risques et personne ne veut s'engager sur des investissements très lourds à rentabilité différée, qui plus est, et sans avoir des garanties, bien sûr. Et les garanties, dès que les États garantissent l'investissement de long terme, c'est considéré comme des aides d'État par la Commission, donc souvent, évidemment, on n'obtient pas
La Commission a ouvert la porte avec des contrats long terme, on va en parler. Donc ça, c'est très intéressant. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quand même un investisseur de marché, puisque le Crédit Agricole sera représenté par Elena. Merci d'être là. Et donc, qui nous dira comment elle espère que ce marché va leur permettre d'investir dans le nucléaire qu'elle considère, pour avoir discuté avec elle au téléphone, effectivement comme un bien public d'intérêt général, et notamment pour le développement territorial, puisque comme chacun sait, le Crédit Agricole est une banque territoriale. Enfin, qui travaille beaucoup sur les territoires, pas seulement territorial, elle nous en dira plus, Elena, bien sûr. Alors, cette réforme est difficile à accoucher, ça se bat au sein de l'Europe, il y a des États qui sont pour la réforme, il y en a d'autres qui sont contre, il y en a qui sont pour le nucléaire, il y en a d'autres qui sont contre. Évidemment, nous sommes divisés et les États nucléaires viennent de nouer une alliance tout à fait intéressante pour essayer d'infléchir de bonne façon la réforme du marché, mais pas seulement, pour aller aussi vers des coopérations sur le marché et pourquoi pas aller vers une filière nucléaire industrielle. Alors, nous, la réforme du marché, on la demande depuis 20 ans. La coopération entre États, ça fait 12 ans qu'on a mis dans le débat la nécessité d'un pacte de solidarité énergétique et plusieurs années, une coopération structurée permanente, un peu comme dans la défense, pour que les États puissent avancer. C'est autorisé par les traités et on espère bien que cette alliance sera un pas vers une coopération beaucoup plus structurée au sein de l'Europe pour gagner la bataille et surtout permettre aux États qui font le choix du nucléaire de pouvoir le faire et de travailler ensemble pour construire une filière d'autant plus intéressante qu'on a besoin de développer l'électricité dans notre Europe, mais aussi de jouer la compétition dans le monde entier, puisqu'on connaît une renaissance du nucléaire dans le monde et il ne faudrait pas que l'Europe perde sa place, et en tout cas la France, puisque au sein de l'Europe, la France est un très grand pays nucléaire qui a été à l'avant-garde, je regarde EDF, avec sa grande et belle entreprise, en difficulté aujourd'hui, mais Antoine nous en dira peut-être un peu plus pour voir comment les annonces de relance du nucléaire vont rebooster l'entreprise et permettre de la développer et de former les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs au métier du nucléaire pour relever le défi de la renaissance du nucléaire. Donc voilà en quelques mots le pourquoi de cette conférence. C'est une conférence d'étape, bien sûr. Après 20 ans, on est au milieu là. On aura un conseil de l'énergie lundi. On a un conseil de l'Europe qui parlera de la réforme du marché également le 29 juin. On est en plein dans l'actualité. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs dans l'actualité, pas seulement la réforme du marché. Il y a beaucoup de directives sur les renouvelables, sur la place du nucléaire. Là, on a sorti 3 ans de débat sur la taxonomie, on vous en dira plus tout à l'heure. Donc, un débat quand même assez intéressant, effervescent. Il y a beaucoup de rencontres, de colloques, de conférences qui expliquent peut-être aussi qu'au bout d'un moment, les gens ne viennent pas à tout. Mais nous sommes heureux, en tout cas, d'animer encore ce débat. Donc, une première table ronde, j'appelle à la tribune Nicolas Pesaresi. Vas-y, Nicolas. Franck, Antoine, Elena. Et puis, je veux remercier Anne McLellan, qui est ici, donc une amie de très long terme, si j'ose dire, du long terme du passé, et du long terme de devant, j'espère aussi, donc qui animera la deuxième table ronde justement sur l'alliance, savoir à quoi sert cette alliance et est-ce qu'on peut aller plus loin dans la coopération entre ces États qui ont besoin de la réforme du marché. Et on verra qu'au sein même de l'alliance, ils ne sont pas tous d'accord, n'est-ce pas? Donc c'est très complexe, mais très intéressant. Alors je ne présente pas ses invités, elle le fera tout à l'heure, mais je remercie quand même Marie-Christine d'être parmi nous. Elle a été ministre en Belgique, elle est venue aujourd'hui. Michel Courtica, je ne le vois pas, il va arriver. Ministre, il a été ministre en Pologne. Et puis François Goulard, il a été ministre en France. Vous voyez, elle va animer une table ronde avec des personnalités de premier ordre qui continuent à se battre dans leur propre pays pour l'avancée du nucléaire, mais aussi à l'échelle européenne pour un marché commun, si j'ose dire, en tout cas mieux partagé, et une filière industrielle européenne. Donc, je me tourne vers Nicolas. Et Nicolas, je vais t'interroger, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire. La réforme du marché s'inscrit dans un contexte particulier.
On a connu la crise de l'énergie, tout le monde a réagi après l'entrée de la Russie en guerre, mais cette crise était en gestation, je l'ai dit tout à l'heure, depuis, moi je dis 20 ans, mais en tout cas au moins depuis 10 ans. On a réduit, on a sous-investi en Europe, on n'a pas investi dans le nucléaire, donc on en produisait moins. Et quand on a développé les intermittentes, les ENR, les énergies renouvelables, et bien sûr, quand elles ne marchent pas, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, il faut une base pilotable, il n'y avait pas assez de nucléaire, on a utilisé le gaz, il y a eu une demande beaucoup plus importante que l'offre, les prix ont explosé, on est entré en crise, et enfin, le débat s'est noué sur la réforme du marché, complètement inadaptée, en tout cas, pour répondre à cette crise. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte dans lequel s'est décidée cette réforme? Quels sont les points forts de la réforme? Et dans la réforme, les outils concrets que la Commission a proposés pour permettre aux investisseurs, aux opérateurs et aux grands consommateurs d'avoir une visibilité de long terme pour pouvoir s'investir ou être sûr qu'ils auront de l'électricité vitam aeternam, si j'ose dire, avec... voilà, donc c'est à toi. Donc je ne sais pas si tu as envie de venir à la... Alors, merci beaucoup, merci Claude pour cette introduction et merci pour m'avoir invité à nouveau à ces colloques très intéressants. C'est un colloque qui arrive vraiment à un moment vraiment crucial pour les discussions sur la réforme du marché de l'électricité. Vous savez que la proposition de la Commission du 14 mars dernier, suite à un débat public large, est en train d'être discutée entre les États membres. Il y a des discussions en ce même moment. D'ailleurs, j'ai dû demander une dérogation pour être ici, parce que j'avoue que les discussions sont un peu tendues en ce moment, et elles vont continuer pendant le week-end. Et lundi, il y aura un conseil énergie qui, on espère, arrivera à boucler ce qu'on appelle l'approche générale, c'est-à-dire une proposition de la présidence suédoise pour mettre d'accord les États membres sur un texte que pourra avoir certainement des changements par rapport à la proposition de la Commission. Ce texte, évidemment, sera ensuite discuté avec le Parlement, donc ce n'est pas la fin du processus, mais c'est quand même une étape très importante pour voir s'il y a un consensus entre les autorités, les gouvernements nationaux. Et donc, j'étais en train de dire à Claude, j'espère que mes propos ici vont tenir plus que 24 heures, parce que je ne sais pas si l'on dit ce que je veux dire, c'est toujours d'actualité, mais bon, on verra. D'autant moins, je vais vous présenter la proposition telle qu'elle a été faite par la Commission européenne. Alors, Claude, tu m'as demandé de donner un peu le contexte de cette réforme. Et tu as parlé du marché qui a été créé il y a 20 ans. Oui, on a créé ce marché de l'électricité il y a 20 ans par étapes, par ailleurs, par étapes successives dans lesquelles tous les États membres se sont engagés à libéraliser davantage leur système. On sortait en fait d'un système régionaux, nationaux, avec des monopoles nationaux, et on s'était rendu compte qu'il y aurait eu des avantages à partager les ressources, à rentrer dans un marché dans lequel chacun pouvait évidemment fournir, exporter leur électricité quand il était possible, remporter l'électricité quand il n'y en avait pas suffisamment dans les capacités nationales. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, il y a des études économiques qui ont été faites qui ont montré que chaque État membre a gagné pas mal d'argent en termes d'efficacité et de ressources publiques pour l'existence de ce marché. On calcule qu'en fait la France, par exemple, peut épargner jusqu'à 40 jours de production d'électricité par le biais du marché chaque année. Évidemment, ça permet d'exporter l'électricité quand il y en a et en excès et gagner de l'argent sur l'électricité qui est vendue, et ça permet également d'importer quand il n'y en a pas.
ou il n'y en a pas suffisamment. Ce qui est arrivé, par exemple, dans l'hiver dernier, quand, évidemment, les nécessités de mener à bien la gestion du parc nucléaire a fait en sorte qu'il n'y avait pas suffisamment de production en France et les autres États membres ont dû, par le biais du marché, en fait, fournir l'électricité et permettre aussi à la France de ne pas avoir de coupure d'électricité. Donc ce marché a fonctionné, il a apporté il a également permis des prix relativement bas, parce que si on prend par hasard, si on prend le prix de la reine comme point de référence, et on peut discuter si c'est un prix de référence ou pas, mais nous avons eu des prix évidemment plus bas, beaucoup plus bas que 42 € pour un certain temps. Donc des prix peut-être par rapport au coût de financement, par rapport à l'enjeu de financement, peut-être très très bas pour très longtemps. Maintenant, la crise évidemment n'est pas seulement le résultat de l'invasion de l'Ukraine. Ça, c'est clair. Hein? C'est également le résultat d'autres facteurs, de facteurs climatiques, de facteurs. On a eu la sécheresse l'hiver dernier, qui était particulièrement forte. On a eu des problèmes d'énergie hydraulique. On a eu évidemment l'augmentation de la demande énergétique sous l'effet de la reprise de l'économie mondiale après la pandémie du Covid-19. Et on a eu certainement le fait qu'on avait un système très fort exposé au gaz. Et donc, la flambée du système de prix du gaz a évidemment généré une situation de pénurie. Et comme dans chaque marché, la pénurie porte à l'augmentation des prix. C'est pour ça que la Commission a introduit une série de mesures d'émergence temporaires qui ont permis de pallier les conséquences les plus dures et trouver des remèdes qui finalement semblent avoir eu justement un effet. Parce qu'aujourd'hui, malgré la continuation de la guerre, par exemple, on est revenu à des niveaux de prix plus bas, certainement beaucoup plus bas qu'il y avait au moment de la crise la plus grave. Est-ce que ces prix sont des prix soutenables sur le long terme? Ça, c'est peut-être pas le cas. Effectivement, au-delà de la question du niveau du prix, il y a certainement une question de la volatilité des prix, qui aujourd'hui est particulièrement risquée pour le consommateur, risquée pour à la fois les consommateurs industriels et les consommateurs particuliers. Elle est particulièrement problématique également pour la stabilité politique de nos pays. Ça, évidemment, c'est clair. Donc, c'est à partir de ces diagnostics que la Commission a retenu qu'il était nécessaire, et la présidente l'avait déjà indiqué de façon claire l'automne dernier. Tu as dit peut-être un peu contre l'avis de la DG Concurrence, tu as dit un peu comme ça. Certainement, je ne veux pas me cacher là derrière. La DG Concurrence n'est pas l'autorité responsable du dessin du marché, c'est plutôt la DG Énergie. Aujourd'hui, je représente plutôt la DG Concurrence. Mais il est vrai que la DG Concurrence et la DG Énergie ont toujours travaillé ensemble dans le sens d'essayer de dessiner des règles communes pour le fonctionnement du marché. Et on avait un peu le sentiment que dans l'urgence, il y avait plus à perdre qu'à gagner. Et parce que les demandes qui venaient à droite et à gauche étaient pour des solutions vraiment qui risquaient d'abandonner le modèle général du marché. Ensuite, je pense que le fait que la crise est rentrée, et le fait que chaque intervenant dans le secteur a réfléchi, excusez-moi, sur ce qui était bien et ce qui n'était pas bien dans la crise, a permis de sortir des propositions de plus long terme. Et donc, dans ces propositions de long terme que je vais vous décrire d'ici quelques instants, un des premiers pas, c'était de dire, attention, nous avons un marché de court terme
qui marche et qu'il faut préserver. Si on touche à ça, si on essaye de dire « Ah, mais le prix marginal n'est pas bon, etc. », patata, on risque d'avoir des problèmes sérieux. On risque d'avoir des problèmes sérieux de sûreté d'approvisionnement. On risque d'avoir des problèmes majeurs de finances publiques, parce que ça voudrait dire que si on revient en arrière par rapport à ça, que chaque État membre devrait investir beaucoup d'argent supplémentaire pour se donner davantage de capacité de génération électrique. Alors, fait ces constats, quelles sont les lignes principales d'action de la Commission dans cette proposition? Elles sont en trois directions. La première, c'est promouvoir les investissements de long terme. Donc, on disait tout à l'heure, le marché à court terme marche, mais les investissements de long terme n'ont pas été à même de voir vraiment dans la distance, dans la longueur, dans la perspective. Pourquoi? Parce que la crise climatique nous a fait réfléchir et nous a bien conduit à tirer le constat qu'il faut davantage d'électrification du régime. Donc, s'il faut davantage d'électrification, il faut être prêt à générer cette électricité à des coûts gérables. Comment on le fait? Les investissements de long terme sont fondamentaux. On les a promus pour longtemps, par exemple pour ce qui concerne les énergies renouvelables, parce que depuis 20 ans et plus, nous avons des régimes d'aide d'État aux énergies renouvelables qui permettent de garantir les investisseurs sur des durées jusqu'à 20-25 ans. Donc, des investissements de long terme pour les renouvelables, nous les avons eus. Pour les autres technologies, c'était moins évident, dans le sens que le gaz était pratiquement marchand, c'est-à-dire rentable sous ses propres bases. Pour le nucléaire, ça c'était finalement le choix de chaque État membre. Et la Commission européenne a toujours regardé les investissements dans le nucléaire sur la base du traité Euratom, qui est un traité qui garantit la possibilité pour les États membres d'investir sur le nucléaire. Puis, il faut voir dans quelle mesure, évidemment, l'État souhaite investir ou pas et quels sont leurs choix. Il est également vrai que nous avons eu, et je ne veux pas me cacher, nous avons eu, en tant que DG Concurrence, des discussions longues avec les autorités françaises sur la façon de financer le nucléaire. Puis ces discussions se sont arrêtées à un certain moment, mais j'imagine qu'une fois cette réforme sera bouclée, on arrivera à reprendre ces discussions et les amener à bien. Mais donc, les investissements de long terme sont le premier grand objectif. Le deuxième objectif, c'est le déploiement accéléré des technologies de production d'électricité décarbonée. Et évidemment, décarboner, ça veut dire toute une panoplie d'énergie, de sources, pourvu que nous permettent de sortir des fossiles qui nous gênent du point de vue de la crise climatique et nous gênent par rapport aux enjeux géopolitiques et notamment avec des fournisseurs tiers comme la Russie. Donc l'accélération de la sortie des générations fossiles pour rentrer dans les électricités décarbonées est tout à fait essentiel. Et troisièmement, il faut protéger les consommateurs d'électricité contre la volatilité des prix des énergies fossiles qui ont toujours un impact sur les prix dans le marché. Alors, la généralisation des contrats pour différence symétrique, c'est un mot un peu technique, qui veut dire finalement que les opérateurs inframarginaux, c'est-à-dire les technologies comme le renouvelable, mais aussi le nucléaire, qui ne sont pas à la pointe, qui n'interviennent pas dans la fixation du prix, mais qui peuvent en participer en tant qu'énergie pilotable, énergie de base, peuvent rentrer dans des contrats dans lesquels on garantit un prix minimum, mais en même temps, on essaye de ne pas
leur permettre des revenus excessifs. Et donc, ça, c'est la dessin du contrat pour différence bilatérale, qui est symétrique. Et ça, c'est le principal outil de soutien au développement des technologies décarbonées. Il y a également la promotion des contrats de long terme, un contrat en principe de droit privé entre les générateurs et les consommateurs, qui peuvent être généralement des consommateurs industriels, mais peuvent être également d'autres types de consommateurs. On les a aujourd'hui dans certains pays et sont relativement développés, par exemple en Espagne. Ils sont beaucoup moins dans d'autres pays, comme la France, comme l'Italie. Mais sont des outils très importants pour stabiliser les investissements et les perspectives de solidité de ces investissements sur le long terme, et donc contribuent à la compétitivité de l'économie européenne. Alors, peut-être quelques mots supplémentaires pour ce qui concerne davantage le nucléaire, parce que je pense que ça, c'est ce que vous intéresse davantage. Alors, je veux dire que la proposition de la Commission européenne prévoit une approche qui est non discriminatoire concernant le soutien aux nouveaux investissements visant à produire l'électricité décarbonée, quelle qu'elle soit issue des sources renouvelables ou de nucléaire. Et pour l'ensemble de ces technologies, les contrats pour différences symétriques sont le dispositif de soutien des références afin de donner de visibilité sur le revenu des producteurs, tout en répercutant aux consommateurs le coût effectif de la production d'électricité, limitant son exposition à la volatilité à court terme. Alors, le projet de réforme ne couvre pas explicitement la possibilité de mettre en place de tels contrats pour différence pour les installations existantes, mais ne l'interdit pas non plus. C'est donc en analysant la conformité avec les règles européennes, y inclus les règles sur les États, que de tels dispositifs devront être évalués les cas échéants. Et la pratique générale de la DG Concurrence dans la matière des États permet déjà d'établir des grands principes à respecter pour assurer la conformité de tels dispositifs. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, la question du périmètre des contrats de soutien, c'est-à-dire que tel contrat ne devrait pas couvrir que le coût associé aux unités soutenues, investissement non amorti, coût d'opération et de maintenance, coût de démantèlement non amorti, et pas être utilisé pour financer d'autres investissements ou dépenses de fonctionnement. Il y a une question de compatibilité avec le droit sectoriel, évidemment, dans la mesure où le règlement de l'électricité fixe les principes de contrat de différence avec un seuil, un cap. Les contrats prévus par les États membres devraient se conformer à ces dispositions. Enfin, il est important pour nous que ces contrats, tout en garantissant les investissements pour les opérateurs, ne portent pas des distorsions sur le marché de gros et le marché de détail. Et donc, le dessin de ces contrats est particulièrement important. Il ne suffit pas de dire un contrat pour différence pour dire que ça marche. Il faut voir comment, en fait, il est dessiné. Et donc, l'interaction avec le marché est important parce qu'un contrat génère des incitations pour l'opérateur pour se comporter d'une certaine façon ou d'une autre. Et donc, d'intervenir comme des unités marginales plutôt que non. Voilà. Alors, finalement, pour le nucléaire, qu'est-ce que je peux encore dire? Je peux dire... une minute. Je peux dire que nous avons quand même, dans le passé, établi une certaine pratique décisionnelle. Et nous avons examiné des cas dans le passé. Hinkley Point au Royaume-Uni, c'est un cas dans lequel nous avons investi pas mal de temps et on a eu une décision positive après une longue investigation, mais quand même, c'était le premier cas dans ce secteur. On a examiné la centrale de Pax 2 en Hongrie
Et là aussi, l'aide est autorisée, en particulier en séparation structurelle totale entre l'entité publique en charge de PAX2 et l'opérateur historique public. En outre, l'administration en charge de la participation de l'État hongrois, elle s'est engagée à ne pas gérer des participations d'autres que d'autres entreprises publiques dans le secteur de l'énergie. Là, c'était nécessaire de faire cette séparation importante entre le nouveau nucléaire et les autres investissements de l'entité. Est-ce que c'est un modèle général? Je ne suis pas sûr. Ça, ce n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est de savoir si l'aide reste confinée à l'entité qui a besoin de l'aide et qui ne bénéficie pas d'autres activités concurrentielles. Finalement, je voudrais dire que il y a presque un an, le 30 juin 2022, la Commission a ouvert une procédure d'investigation sur le financement du nucléaire en République tchèque, c'est le cas Dukovany. Nous sommes en train d'examiner ce cas. On n'a pas de problème, disons, de manière générale, sur le fait qu'il faut financer ce projet. C'est la façon dans laquelle le projet est en cours d'être dessiné qui nous pose certaines questions que nous sommes en train de regarder avec les autorités. Et donc, les critères classiques de notre analyse, est-ce que l'aide est nécessaire, est-ce que l'aide est proportionnée, est-ce que l'impact distorsif de la concurrence est minimisé, sont des questions que nous traitons en ce moment. Voilà. Avec ça, je pense, j'espère d'avoir pu vous donner un peu une vue d'ensemble de la réforme, de ces outils et ses implications également pour le nucléaire et les aides d'État. Mais je reste vraiment disponible à vos questions. Et tu vas en avoir très certainement, donc merci Nicolas. Alors attends, est-ce que j'ai pris ta place? Est-ce que tu peux aller t'asseoir là-bas? Merci beaucoup. Alors, moi j'ai une première question, mais c'est pour tout le monde. On a quand même un peu la pression qu'il y a une avancée, il y a une prise de conscience en tout cas des besoins de long terme, mais après, quand les contrats vont se nouer, on doit passer encore sur les fourches codines de la Commission et de la DG Concurrence en particulier. Donc qu'est-ce qui change dans la réforme? Et ça c'est pour tout à l'heure. Je vais poser la question à Antoine Bizet, parce que lui, il est concerné au premier chef. EDF a des défis faramineux devant elle, avec la prolongation de son parc, avec le nouveau parc que le président a proposé de construire et de relancer. Donc c'est au moins 100 milliards en financement, enfin tu nous en diras un petit peu plus là-dessus. Et est-ce que le marché va nous permettre d'engager cet investissement dans notre propre pays, quels que soient les choix politiques qu'on en ait fait, puisqu'il faudra mobiliser beaucoup de financement, du financement public, mais certainement aussi du financement privé, et pourquoi pas des partenariats public-privé. Est-ce que le CFD correspond à votre attente? Voilà, Antoine, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu où on en est pour EDF. Alors, merci beaucoup Claude, merci de cette introduction. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions. Je le dis tout de suite, mon propos va peut-être être un petit peu déceptif. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que ce programme nucléaire, et puis après je déroulerai mon propos de manière un peu plus linéaire, il est évidemment porté par EDF, mais ça n'aura échappé à personne que EDF est depuis quelques jours détenu à 100% par l'État, et donc il y a un acteur qui est plus que déterminant, décisionnaire sur les modalités de financement qui vont être retenues. J'ai assez peu de doutes sur le fait que, in fine, quelles que soient ces modalités, Nicolas, vous en entendrez parler. Je pense qu'à un moment ou à un autre, Bruxelles sera impliqué. Voilà, mais on pourra y revenir un peu plus en détail. Je reviens sur la réforme actuelle du marché de l'électricité. Nicolas, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Peut-être ce sur quoi je voulais insister, c'est commencer par revenir sur ce qu'est le nucléaire en Europe. C'est 25% de l'électricité produite et 50% de l'électricité bas carbone produite. C'est donc
un trésor qu'on doit préserver, qu'on doit choyer. Il a déjà été dit que les objectifs de décarbonation pour atteindre la neutralité en 2050 allaient induire des volumes d'électricité décarbonée faramineux. Je pense d'ailleurs qu'il n'existe pas de mot dans le vocabulaire pour caractériser le volume en question. Pour vous donner juste un ordre d'idée, on estime que pour le secteur aérien, donc la fabrication de e-fuel nécessiterait 2 fois la production française, juste pour le secteur aérien. Donc on met de côté tout le reste. Donc tout ça est absolument monumental. Et si on regarde les projections aujourd'hui à 2050, on est à peu près, les dernières qui sont encore à affiner, mais on est à peu près sur la même part de nucléaire dans le mix, c'est-à-dire environ 25%, bien que la capacité installée va très sensiblement augmenter avec les opérations de prolongation de la durée de vie, avec la construction de nouvelles centrales de forte puissance et la construction de SMR. Mais il va y avoir à côté de ça tellement de renouvelables que mécaniquement la part du nucléaire va un petit peu baisser. Mais on reste évidemment convaincu que cette part-là, même à 25%, reste indispensable pour 5 raisons majeures. La première, c'est que pour la lutte contre le changement climatique, c'est une électricité évidemment dont on a besoin. Au titre de la souveraineté européenne, alors c'est un thème un peu nouveau, en tout cas qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques mois et le déclenchement de la guerre en Ukraine. On se rend compte que la chaîne de valeur du nucléaire est très largement localisée en Europe et que c'est un atout indispensable. C'est évidemment un levier d'industrialisation de l'Europe qui est important. C'est aussi un moyen d'avoir des prix abordables et à tout le moins stables, puisque les coûts de fonctionnement du nucléaire sont relativement bas et donc on peut, une fois les dépenses de construction passées, s'attendre à ce que les coûts de l'électricité soient relativement stables. Et enfin, la sécurité d'approvisionnement pour éviter le blackout. À ce titre, d'ailleurs, je voudrais dire que dans notre esprit, si on parle du programme nouveau nucléaire que tu évoquais, il trouve sa place dans le mix européen aussi par sa valeur assurantielle, parce que on considère que les projections qui sont faites sur le volume d'ENR requis, le volume d'hydrogène requis, le volume de flexibilité, de batteries qui sont requis, sont à ce point faramineux que le nucléaire servira d'assurance si jamais ces objectifs-là ne sont pas atteints. Donc il y a une vraie vertu pour nous assurantielle à ce programme-là. Et donc, je vais reprendre les propos de mon président directeur général qui, sur ce sujet de la réforme du market design, a fait une intervention la semaine dernière. Lui disait, et je vais évidemment pas m'écarter de son propos, que les contrats long terme que Nicolas vous mentionniez sont évidemment les bienvenus. Et d'ailleurs, ça fait bien longtemps que on les appelle de nos voeux. Alors, c'est tout à fait vrai. Les 2 formes que vous évoquiez préexistent à cette réforme. Les CFD, il y en a eu sur les renouvelables depuis bien longtemps. Sur le nucléaire, il y a au moins un exemple qui est HPC. Les PPA, donc, qui sont ces contrats long terme d'achat et de vente entre un producteur et un consommateur. Il y a plein de formes qui sont envisageables, mais cela aussi existe depuis longtemps. Et ces 2 familles de contrats long terme nous paraissent extrêmement utiles parce que, là encore, je ne fais que redire ce qui a été dit. C'est la meilleure incitation pour permettre de garantir l'opérateur contre les risques construction, mais surtout contre le risque de volatilité des prix
et donc lui donne une forme de garantie de recouvrer son investissement. Et puis parce que, par la stabilité des prix que ces contrats offrent, c'est une incitation à la décarbonation pour les industriels. Et c'est, de notre point de vue, à ce prix-là que la transition énergétique, dont on sait tous ici qu'elle va être douloureuse, elle le sera sans doute un peu moins, en tout cas elle sera acceptable, parce qu'on aura cette vision long terme, y compris pour les consommateurs. Alors, si j'en arrive un petit peu à la réforme en tant que telle et à ces deux outils qui sont prévus, et puis après je ferai le lien avec nos projets. Donc il y a ces deux grandes familles, CFD et PPA, je ne reviens pas sur leur description. Nous on pense que les deux ont des vertus indiscutables. On pense que le CFD a un avantage. Reste à savoir ce qu'il faut entendre par CFD. C'est d'ailleurs une de nos préoccupations dans le cadre des discussions actuelles. Est-ce qu'on parle du CFD stricto sensu ou alors est-ce que l'acception, je me tourne vers la DG Comp, est un peu plus large et on embarque tout mécanisme de soutien, y compris la base d'actifs régulés comme Sizewell. Mais en tout cas, pour les nouveaux actifs, ce type de mécanisme de régulation, avec une acception aussi large que possible, nous paraissent tout à fait positifs. Les PPA nous paraissent tout aussi positifs. Et pour être tout à fait sincère, c'est sans doute sous l'impulsion de notre PDG qui est arrivé il y a quelques mois, que cette posture est maintenant assumée très explicitement. EDF est très favorable à ce type de contrat, y compris en premier lieu sur le nucléaire existant. On considère que ce sont des outils de marché qui permettent à deux acteurs qui, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation non asymétrique, c'est-à-dire que EDF, mais aussi l'acheteur, connaissent les techniques contractuelles, connaissent le marché de l'énergie, connaissent les particularités, les caractéristiques qu'on peut intégrer dans ce type de contrat. Ça peut avoir des vertus évidentes, sachant que ces deux familles de contrats posent des questions sur le plan du droit de la concurrence. Le CFD, qui est donc un soutien, donc une aide d'État, d'ailleurs c'est une double aide d'État, le CFD, une aide d'État au bénéfice de l'opérateur lorsque le prix du marché se situe en dessous du prix de référence, mais c'est une aide au bénéfice des industriels lorsque ce prix se situe au-dessus. Donc c'est une double aide d'État. Effectivement, ça passera tout mécanisme de CFD sous les fourches codines, ou en tout cas sous l'évaluation rigoureuse de la DG Comp. Le PPA pose une autre forme de question en droit de la concurrence. On n'est plus du tout sur de l'aide d'État, on est plutôt sur un mécanisme qui, aux yeux de la Commission, peut poser des problèmes d'abus de position dominante. Et là, je parle évidemment en tant qu'EDF qui détient déjà une position importante, à tout le moins sur le marché national. Signer des contrats de long terme avec un électro-intensif, avec un fournisseur d'électricité, pourquoi pas, ça peut être vu comme une manière de loquer, de bloquer le marché pendant une longue période. Alors peut-être ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que ce type de contrat, ils existent encore une fois depuis longtemps. On en a, nous, sur le parc, avec des électro-intensifs, c'est le fameux contrat pour les connaisseurs Excelsium. On en a aussi sous une forme un petit peu différente, mais qui est très intéressante, des contrats en participation détenus par, en général, des électriciens qui ont pris des parts sur certaines centrales. C'est le cas en général de nos centrales qui sont en frontière Suisse, Belgique, etc., où en fait l'opérateur prend une partie des coûts, c'est ce qu'on appelle un contrat at cost, at risk,
C'est-à-dire, il assume une proportion de tous les coûts de construction, tous les coûts d'exploitation, et en échange, il a un droit de tirage sur l'électricité produite. Contrats qui sont assez répandus, historiquement en tout cas, sur le parc français, et qui fonctionnent plutôt très bien. J'arrive. J'ai quasi fini. Je guette un peu l'heure, vous m'excuserez. Non, mais c'est ton... Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, pour finir sur les PPA, nous, on est convaincus que c'est un outil utile, important, qui peut trouver des parades pour s'il était besoin, rassurer la DG Comp. Et si je peux conclure pour boucler avec le programme NNF, et je pense qu'il y a là-dessus une forme de consensus et à Bruxelles et parmi les opérateurs pour dire que a été cité le cas de Pax, le cas de Dukovany, mais on sait que nos collègues suédois, finlandais, néerlandais réfléchissent également à lancer leur propre programme, et tous envisagent une forme de régulation. D'ailleurs, je note avec intérêt que HPC, Pax, Dukovany, les trois sont assez radicalement différents. Peut-être, sans doute, que NNF sera aussi très différent, mais ce qui est important, c'est voilà, d'avoir cette ouverture sur les modes de régulation envisageables, parce que à la fin, ce qui compte, c'est d'avoir le système le plus optimisé pour évidemment contrer les risques de construction et les risques prix, mais aussi, peut-être surtout, d'avoir le mécanisme le plus optimisé pour que le coût global du projet soit le moins pénible possible à porter par la collectivité. Et de ce point de vue-là, un CFD est radicalement différent d'une base d'actifs régulés, évidemment, puisque les coûts financiers sont nettement moindres dans la deuxième hypothèse. Un tout dernier mot, juste pour dire qu'au-delà de cette réforme du marché de l'électricité, il y a plein d'autres sujets qui intéressent aujourd'hui le nucléaire à Bruxelles. Tu as cité la directive RED qui s'attache plutôt à discuter de l'hydrogène bas carbone. En tout cas, c'est le sujet aujourd'hui épineux. Il y a aussi un règlement qui s'appelle Net Zero Industrial Act qui vise à soutenir les activités et les industries qui sont jugées stratégiques pour réussir de manière souveraine et résiliente la transition énergétique. Et là aussi, il y a quelques combats à mener, notamment au titre de la neutralité technologique, dont je ne doute pas que la Commission le voit comme un fer de lance. Voilà, merci. Un grand merci Antoine. Alors, justement, question aussi pour chacun d'entre vous dans vos réponses et interventions. Tu parles de la directive RED. Enfin, il y a deux enjeux. Il y a l'hydrogène vert et il y a aussi la directive renouvelable qui imposerait aux États de produire 42,5% de renouvelables dans chacun de leurs États, avec même possibilité d'en rajouter 2,5% pour arriver à 45%. C'était un chiffre mythique du Green Deal. Donc, est-ce que ça, c'est pas... La France demande d'ailleurs que le nucléaire soit inclus dans les 42,5%, auquel cas ça va chahuter complètement son système actuel, puisqu'on le sait, dans l'électricité en France, c'est 70% de nucléaire, c'est 30%, même pas pour l'instant, d'énergie renouvelable, dont l'hydro, dans l'hydroélectricité. Donc, ça chahuterait complètement nos systèmes. Et même à l'échelle européenne, on sait très bien, quand on lit tous les rapports sérieux qui ont été faits là-dessus, qu'au-delà de 30%, les ENR vont venir faire exploser le système, puisque de toute façon, il nous faudra une base pilotable. Et si on n'arrive pas à relancer le nucléaire en Europe, on aura du gaz, qu'on le veuille ou non. Ou alors, on ne pourra pas compenser les intermittents. Donc, je voudrais rajouter ça. C'est un débat actuel. Là, je ne sais pas s'il sera au Conseil énergie de lundi, mais en tout cas, nous avons des gros problèmes d'agenda parce que ce sera peut-être une étape, le Conseil de lundi, mais à mon avis, à moi, rien ne sera décidé là, et encore moins la réforme du marché qui, on le verra avec Anne tout à l'heure, sera au mieux avant la fin de l'année et au pire après les élections européennes. Donc de toute façon, c'est encore
pas mal de temps perdu, je crois, pour l'industrie. Donc, mais ça, tu n'en as pas dit un mot. Il y a les problèmes d'agenda et de calendrier. Alors, je me tourne vers Franck maintenant, bien sûr, puisque lui, c'est un gros consommateur d'électricité et de gaz, et il est intéressé par cette réforme parce qu'il a besoin de visibilité sur le long terme pour pouvoir s'engager, investir et pouvoir produire, tout ça, continuer à produire, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une opposition entre les opérateurs et les consommateurs, Franck, ou est-ce que vous avez des intérêts communs à défendre ? On a des intérêts communs, évidemment, je vais y revenir. J'espère que tu te trompes, Claude, et que la réforme du marché sera votée par le Parlement avant la fin de l'année, parce que c'est une réforme qui a beaucoup de vertus. Je vais parler d'abord du verre à moitié vide, et puis je vais terminer par le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est un peu le constat de ce qu'on a vécu ces derniers temps. Il faut quand même y revenir, même très rapidement. Alors, on bénéficiait en France du prix de l'Arenh, mais qui était un dispositif très imparfait, puisque, comme on en a parlé, quand le marché était trop bas dans les années 2015-2018, c'était une catastrophe pour EDF qui n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis, quand le marché était trop haut, il y avait une abondance de fournisseurs alternatifs, ce qui est bien normal, qui se précipitaient sur l'Arenh. Et donc, les consommateurs avaient droit à une portion congrue d'Arenh beaucoup plus faible que ce qui était prévu au démarrage. L'Arenh, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire hydraulique, historique. Voilà, donc en fait, comme ce volume d'Arenh est limité au quart de la production nucléaire d'EDF des années fastes, c'est-à-dire 100 TWh, dès lors que le marché est élevé, les fournisseurs alternatifs, plutôt que s'approvisionner à des prix du marché très élevés, font tous une demande d'Arenh, et de ce fait, l'Arenh auquel les consommateurs peuvent prétendre est réduit, ce qu'on appelle plafonné. Donc je dirais que c'est un dispositif qui, que ce soit en marché bas ou en marché haut, n'était pas satisfaisant. En 2021, 22, 23, on a assisté, malgré l'Arenh, c'est-à-dire que l'Arenh était quand même un dispositif protecteur, à un doublement des prix, puisqu'on est passé d'un prix moyen pour les consommateurs de 45 € du mégawattheure en 2021 à 90 € en 2022 et à 200 € en 2023. Ça, c'est une moyenne qui masque des cas beaucoup, beaucoup plus graves, évidemment. Alors la crise, elle est derrière nous, oui et non. Elle est derrière nous un petit peu parce que le prix spot, qui est le prix auquel les grands électro-intensifs en général achètent leur électricité, s'est un petit peu calmé, même s'il est loin d'avoir retrouvé ses niveaux historiques. Elle n'est pas du tout derrière nous pour la plupart des autres entreprises, je pense notamment aux PME, aux ETI, qui en général fixent leur prix de l'année 2023, l'année précédente. Et donc c'était au plus fort de la crise que les prix de 2023 ont été fixés pour les entreprises françaises, ce qui veut dire que c'est jusqu'à la fin de l'année que ces entreprises sont en grande difficulté. Tout ce mécanisme de marché a été mis en place avec des fournisseurs qui sont en concurrence. Dans la réalité, tout acheteur d'énergie sait que cette concurrence est très artificielle, puisque la seule concurrence que nous font ces fournisseurs, c'est la manière dont ils nous facturent, puisque les prix sont tous alignés sur les prix du marché d'un instant T. Voilà. Une fois que j'ai raconté tout ça, je vais quand même rappeler que nous, on a accueilli avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de joie la consultation de la Commission européenne sur la réforme du marché. On a simplement regretté que cette consultation ne remette pas en cause le design même du marché et se contente de rajouter des rustines. Alors après, je vais vous dire quand même que les rustines, on est plutôt satisfait, ça va dans le bon sens. Néanmoins, ça reste des rustines, puisque avant d'avoir ce marché, il y a d'autres systèmes ailleurs dans le monde. Je pense au système d'acheteur unique au Canada qui marche très bien, qui effectivement ne permettent pas une concurrence sur le marché de détail de la même manière, mais comme on l'a vu, ce n'était pas fondamental. Alors maintenant, je vais plutôt parler du verre à moitié plein. Et je vais quand même remercier la Commission européenne d'avoir... Alors on aurait préféré que ce soit avant la crise, mais ça a été fait après la crise, prise en compte les doléances des très nombreux acteurs des marchés européens et notamment des consommateurs. Nous, c'est simple, on a un besoin, non pas d'avoir le prix le plus bas possible, faut casser cette légende, on a besoin d'avoir un prix qui soit stable et prévisible pour deux raisons évidentes. La première, c'est que quand on investit dans des nouveaux équipements de production, c'est pour le long terme, on a besoin de connaître le prix de l'électricité. Et la deuxième raison, qui est probablement et de loin la plus importante maintenant, c'est que
il y a urgence à ce qu'on réduise notre consommation de gaz et de fossiles et qu'on s'électrifie. Pour s'électrifier, quand vous avez un prix de l'électricité qui est indexé sur le prix du gaz, vous n'avez aucun incitatif financier à vous électrifier, donc vous ne le faites pas. Alors, parfois, vous le faites quand le gouvernement est très généreux, il vous donne des gros subsides pour quelques entreprises particulières, mais globalement, vous ne le faites pas. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'un prix de l'électricité qui soit stable, prévisible et équilibré. Voilà. Alors, par rapport à ça, les deux mécanismes dont a parlé Antoine et dont a parlé Nicolas, qui sont le contrat pour différence et le PPA, ce sont les deux principaux, effectivement, dispositifs intéressants. J'ai commencé par les contrats pour différence. Pour la France, alors ils existent déjà sur le renouvelable, mais ce qui nous intéresse évidemment le plus, c'est ces contrats pour différence applicables au nucléaire, puisqu'en France, c'est 70%, les années fastes, de la production, enfin de la consommation électrique. Donc ces contrats pour différence, pour nous, s'appliqueront au nucléaire existant, qui fera l'objet d'investissements de renouvellement à travers la prolongation du parc. Donc on parle bien de quelque chose qui n'est pas que sur l'existant, mais sur l'existant prolongé. Ça inclura évidemment Flamanville, qui, même s'il n'est pas encore opérationnel à l'heure où on parle, peut être considéré comme de l'existant à 2024, on va dire. Alors à quel prix? C'est une question que tu m'as posée, Claude. Quel prix? Alors, ce n'est pas évidemment nous qui allons fixer le prix. Ce qu'on constate, c'est que pour l'existant, voilà, on a une méthode qui était la méthode de Paul Chansor en 2012, qui avait fixé un prix de l'Arenh qui évidemment était adapté en 2012, qui évidemment ne l'est plus du tout, puisque l'inflation est passée par là. Le grand carénage est passé par là. Donc moi, je n'ai pas de chiffres à citer, si ce n'est les derniers chiffres d'Agnès Pannier-Runacher qui ont fuité aux alentours de peut-être 52, 55, 58. Oui, voilà, ça dépend de qui on écoute. Mais la dernière, effectivement, c'était 58. Voilà, disons 58. À ça, il faut rajouter, évidemment, et pour nous, c'est important, je ne sais pas dans quelle mesure ce sera compatible avec le droit européen. Nous, on a besoin d'un EDF qui soit solide, on a besoin d'un EDF qui soit en mesure d'investir dans le nouveau nucléaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, si à ces 58, on doit rajouter quelques euros pour participer au début du financement du nouveau nucléaire, alors je sais bien que c'est un espèce de mix entre de la base active régulée et du CFD, ce n'est pas un produit pur, mais ça nous semble être du bon sens. Ça permettrait, avec quelques euros de plus au démarrage, et puis ensuite on verrait la trajectoire, de permettre à EDF également de financer, en tout cas, le début des travaux. 70 euros, ce serait trop. C'est mieux que 200 pour le gaz, non? 70 euros, ce serait peut-être pas trop. Je ne sais pas, c'est à la Commission de régulation de l'énergie de faire les calculs. C'est un ordre de grandeur qui ne me choque pas particulièrement, parce qu'on préfère, nous, très honnêtement, payer 70 euros avec une visibilité sur 20 ans, que payer 200 euros une année et 35 la suivante, parce que ça, c'est juste suicidaire pour l'ensemble du mécanisme. Voilà. Alors après, autre remarque sur le contrat pour différence. Il est important, et là on soutient tout à fait la vision de la Commission, que ce soit un dispositif bidirectionnel, parce qu'on a bien vu avec l'Arenh qu'un dispositif monodirectionnel qui peut sembler bien pour nous parce qu'on a un plafond mais on n'a pas de plancher, est au final très dangereux parce que le jour où le marché est bas, et ça peut tout à fait se produire de nouveau avec l'émergence des renouvelables pendant quelques années, EDF seront les premiers à dire c'est insupportable, etc., remettre en question le dispositif. Donc oui, pour un dispositif réciproque, pas seulement un plafond, ce qui nous apportera de la stabilité. Après, ce qui est important aussi dans la proposition de la Commission, c'est la redistribution équitable aux consommateurs. Nous, on y tient à ça. Équitable ne veut pas dire strictement uniforme non plus. On pense qu'il doit y avoir un aspect incitatif. D'où ce qu'on souhaiterait, par exemple, c'est que c'est une proposition à discuter en fonction de la consommation en heure creuse sur toute l'année, parce que finalement, ça va inciter tous ceux qui le peuvent, ils sont nombreux, à majorer leur consommation aux heures de faible consommation, et je pense que c'est très utile pour le parc électrique. Donc oui, pour une redistribution équitable, en tenant compte quand même de ce caractère incitatif. Pour nous, la redistribution doit se faire directement
aux consommateurs sans passer par les fournisseurs, si ce n'est en tant que passe-plat comme ils le font pour le tarif d'accès au réseau, puisqu'en fait c'est simplement un mécanisme entre le producteur et les consommateurs. Et enfin, si Claude, ce que j'espère pas, a raison, et que le dispositif est voté tardivement, il faudra prévoir une disposition temporaire en 2026, puisque l'Arenh s'arrête en 2025. Enfin, aujourd'hui, on n'en est pas là. On espère vraiment que le Parlement votera dans les temps et qu'on pourra, à l'Arenh, voir l'Arenh être remplacée par le CFD. Alors, 2 derniers mots peut-être sur les PPA, qui sont les contrats de long terme. Alors, pour nous, c'est intéressant, hein, je ne rejette pas du tout ça, mais ça reste de second ordre parce que c'est réservé à des happy few. Comme le disait Antoine tout à l'heure, il faut qu'il y ait une relation non asymétrique entre EDF et le consommateur qui bénéficie d'un PPA. Autant dire que ça va concerner quelques très grosses entreprises, grosses électro-intensives, des entreprises qui sont capables de se projeter sur 20 ans et qui ont des capacités de financement et d'intéresser et de rassurer les banques sur 20 ans, voire 30 ans. Donc la très grosse majorité des consommateurs ne pourront pas en bénéficier, d'où le fait que nous, on met surtout l'accent sur les contrats pour différence. Voilà, encore une fois, c'est intéressant, mais réservé à des happy few. Il me restait une dernière phrase, si tu m'autorises, j'ai très très vite. Hein. C'est à propos du financement du nouveau nucléaire, mais je ne sais pas si ça t'intéresse. Ok, très bien. Bon, comme je le disais, 2 choses. Il faut que les contrats pour différence, le prix, pour nous idéalement, on prévoit une petite poire pour aider au financement du nouveau nucléaire. Je ne sais pas du tout si c'est faisable légalement, ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, ça me semble être du logique. Et après, il est important, tout le monde sait ici que le coût du nucléaire est énormément dépendant du coût du capital. Et donc, pour nous, un financement public est plus à même de permettre des capitaux, enfin, un coût du capital plus faible. Et on préfère payer un nouveau nucléaire à 75, j'en sais rien, c'est un chiffre que je donne au hasard, que à 150. Et c'est le coût du capital qui décidera de ça. Désolé d'avoir été un peu long. Il faut le partager, donc le capital, pour diminuer les coûts. Merci Franck. Alors évidemment, on en arrive, je ne vais pas rebondir sur tout ça parce qu'on en arrive au financement du parc. Je veux remercier vraiment Elena qui est là parce que vous savez, dès qu'on touche financement, nous ça fait les 2 colloques derniers qu'on a passés là-dessus, la valorisation des investissements et leur financement, et on a encore pas mal, à part la réforme du marché, on avait encore pas mal de langue de bois, si je peux me permettre cette expression, sur qui va payer le nouveau parc, qui va payer la prolongation des centrales. Alors en France, on nous dit, bah ça y est, EDF est tout public, donc l'État n'a qu'à payer, sauf que l'État, il n'a peut-être pas les poches profondes, et en plus, on rentre dans une crise, Philippe Herzog nous en parlera peut-être, mais avec récession, en tout cas stagnation, donc il ne pourra pas, des taux d'intérêt qui remontent, donc il faut envisager peut-être autre chose. Donc les consommateurs et les consommateurs avec l'épargne et les contribuables. Donc, comment on va faire? Le gouvernement a proposé que l'épargne soit mobilisée. On avait invité la CDC pour ne rien cacher. On nous a dit oui, mais c'est pas mûr, c'est une bonne question. On est très intéressés, mais c'est pas tout à fait mûr encore. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on pourrait mobiliser l'épargne? On a là le Crédit Agricole. Je vais me tourner vers Elena. Elle va nous dire pourquoi ils sont intéressés par le nucléaire. Ils ont noué un contrat avec EDF pour 1 milliard d'euros quand même pour la maintenance du parc. Et donc, c'est quoi l'intérêt pour les deux d'ailleurs, pour la banque, et comment elle envisage, évidemment, quelles sont les conditions qui lui permettraient de s'investir davantage dans une industrie, on l'a dit, très risquée, en tout cas dans sa première partie de construction. Après, c'est tout bingo, hein, une fois que ça marche, hein, mais il faut les construire et il faut arriver jusque-là. Elena, c'est à toi. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour, je voulais juste d'abord préciser que je fais partie de l'équipe de finances durables au sein de Crédit Agricole CIB. Donc, c'est la partie financement et investissement du groupe Crédit Agricole. Donc, nous, on est en premier titre intéressés par les financements verts et on met en place les financements verts. Donc, au jour le jour, je structure les opérations obligataires et bancaires dans le format finance durable.
Et cette activité s'inscrit parfaitement au cœur de la stratégie du groupe Crédit Agricole, puisque nous avons des ambitions dans la transition énergétique qui doit faire le pilier de croissance du groupe, donc à travers le financement de nos grands clients qui investissent dans le renouvelable et dans les énergies bas carbone, dont EDF, et également à travers notre engagement auprès des territoires, parce que Claude, dans son propos d'introduction, elle a très justement dit que oui, effectivement, Crédit Agricole est très engagé auprès des territoires et vise à redynamiser la vie économique et réindustrialiser, enfin contribuer en tout cas à la réindustrialisation des territoires français. Le financement de 1 milliard que nous avons mis en place pour EDF l'année dernière, il s'inscrit parfaitement dans cette logique-là, puisque voilà, ça correspond à nos convictions sur l'énergie bas carbone et le nucléaire pour nous au sein de la finance durable chez Crédit Agricole, c'est bas carbone, et aussi à nos aspirations de contribuer à la transition énergétique. Ce financement, il est également aligné à la taxonomie européenne, et donc à ce titre-là, effectivement, nous avons longuement attendu les évolutions et nous avons suivi les débats exactement, au jour le jour. Et l'alignement à la taxonomie, il est également inclus dans le document cadre sur le financement vert de EDF, qui a été sorti juste quelques jours après le vote au Parlement. Donc tout a été minuté et c'était effectivement, on attendait cette décision du régulateur afin de pouvoir mettre en place ce type de financement pour notre client. Le financement, donc le document cadre qui a été publié par EDF, il a été revu comme ça se doit dans les pratiques du marché de la finance durable par une contrepartie indépendante qui est Cicero, qui a attribué des notes assez positives, très positives même, en soulignant l'excellence de gouvernance des risques côté EDF dans son opinion. Ce qui convient aussi à préciser que c'est le financement qui est fléché vers le grand carénage. Donc, il est important de souligner que ce n'est pas le nouveau nucléaire, c'est le grand carénage, et donc il sera fléché à des programmes d'extension de vie des réacteurs dans plusieurs régions françaises, où effectivement le groupe Crédit Agricole est très actif. Plus globalement, je pense que c'est important de souligner que nous avons une relation de longue date avec EDF, justement dans les finances durables. On accompagne le groupe depuis 2013 avec leur premier bond corporate, la première mondiale également en format vert. C'est une relation exigeante et stimulante. On a été régulièrement aux côtés d'EDF sur les émissions obligataires et on observe également l'intérêt des investisseurs pour le nucléaire. Donc, les premiers signes de cet intérêt, ils datent encore de ce premier bond vert, lorsque les investisseurs disaient « mais quand est-ce qu'on vous verra avec un bond vert nucléaire ?» Et donc maintenant, effectivement, le groupe est doté de ce document cadre qui permettrait, le cas échéant, d'émettre les obligations vertes. Il est important aussi de tenir compte du fait que la finance durable, si j'arrive à en parler, c'est aussi une plateforme de dialogue. Donc c'est non seulement les poches de liquidité, bien sûr on vise à sécuriser les poches de liquidité, mais c'est avant tout la plateforme de dialogue qui permet d'établir un lien entre les émetteurs et les investisseurs et d'aligner les visions sur les vertus technologiques, mais également sur les risques et sur la rémunération des risques entre les émetteurs et les investisseurs. Et donc, c'est difficile de résoudre cette équation qui contient en elle la fameuse tragédie des horizons, en tout cas pour le nucléaire nouveau, puisque, effectivement, l'horizon d'investissement, il est au-delà de ce qu'un investisseur privé sur l'obligataire peut considérer aujourd'hui. Donc, quels que soient les formats de fixation de prix qui vont être choisis par le régulateur, effectivement, les banques ils vont se conformer à la régulation en place, mais effectivement, ces formats ils vont devoir aussi sécuriser l'appétit des investisseurs, le cas échéant. Et
à quel moment ils pourront venir et à quel moment de l'évolution du projet, parce que l'investisseur privé ne pourra pas supporter le risque de construction, il ne pourra pas supporter le risque de dépassement de calendrier sur les projets, ni de dépassement de coûts. Donc c'est aussi un sujet de temporalité qui est assez important. Donc la finance durable est l'essai de bâtir justement ces ponts pour permettre de trouver les poches de liquidité nécessaires à la réindustrialisation et au redéveloppement du nucléaire, notamment en France. Mais nous ne pouvons pas être seuls et nous sommes une des alternatives dans ce sens-là pour permettre aux sociétés comme EDF d'avancer dans leur développement. Très bien, merci Elena. Alors, une petite question quand même, enfin, je ne sais pas si ça concerne toi, mais si tu penses que les investisseurs type banque ne peuvent pas s'impliquer pour le très long terme, et en tout cas pas dans la partie la plus risquée, c'est-à-dire la construction, que penses-tu des actifs régulés, le fameux modèle RAB? Parce que le fameux modèle RAB, ce serait d'impliquer tous les investisseurs depuis la conception jusqu'à l'exploitation. Donc, est-ce qu'il est bon, ce modèle, ou est-ce qu'il vaut mieux le CFD, où les investisseurs n'arriveraient que peut-être juste après la construction? Donc, qu'est-ce que tu en penses? De mon point de vue, encore une fois, je pense que CACIB, en tant que banque très impliquée dans le financement des actifs réels et le financement d'infrastructures, donc j'ai forcément les collègues qui travaillent sur ces modèles-là et qui maîtrisent parfaitement tous ces modèles de prix pour pouvoir modéliser justement la rentabilité des projets. En fait, ils sont indifférents en quelque sorte, pourvu que ça marche. Donc, ils vont financer sur le CFD, et on a financé, Dieu sait, on a un nombre de financements dans le renouvelable qui sont basés, avec les modèles basés sur le CFD. On maîtrise parfaitement le RAB sur la partie infrastructure vitale. On regarde avec beaucoup d'intérêt les développements prochains, en Grande-Bretagne, justement, qui misent sur le RAB. C'est intéressant, mais malgré tout, c'est une question de, justement, on met le curseur par rapport au coût des projets, exactement ce qui a été mentionné par d'autres interlocuteurs tout à l'heure. C'est où on met le curseur et qui paye pour le risque, au final. Merci. On a un modèle aussi américain, non? Aux États-Unis, Anne me disait que c'est plutôt le RAB qui permet. Ça dépend de l'État. Ça dépend des États. Mais peut-être tu veux dire un tout petit mot là-dessus, Anne? Non, non. Non, rebondir après. Alors, on va peut-être. Ça dépend des États. Juste peut-être, si je peux me permettre de rajouter, on doit aussi comprendre que les banques n'ont pas financé le nouveau nucléaire depuis un petit moment. Donc, nos compétences dans ce domaine-là, ils se sont un peu, ils sont un peu évaporés au fil du temps. Et quelque part, on doit aussi nous remettre à niveau sur les nouveaux projets qui vont arriver et participer à ces discussions-là. Antoine, deux mots là-dessus. Juste si je peux me permettre. Qui est le seul investissement 100% marchand des 20 ou 30 dernières années en Europe dans le secteur de l'énergie. Je voulais juste revenir sur... je suis pas sûr. Oui, mais c'est un cofinancement. Ouais. Je voulais juste revenir sur CFD Bar. Bon, c'est effectivement deux grandes familles, CFD avec une régulation qui porte plutôt sur la phase exploitation, c'est-à-dire que l'opérateur porte le risque construction et se rémunère une fois l'actif construit et qu'il commence à produire. Le modèle BAR, la régulation porte plutôt sur la phase de construction. Et donc, il y a évidemment toute la partie coût financier qui n'est pas à financer. Je pense juste que il faut sans doute pas opposer les deux et que il y a sans doute entre les deux des dizaines de schémas envisageables, enfin des dizaines peut-être pas, mais
Il y a beaucoup de schémas envisageables. On ne tombe pas ou dans l'un ou dans l'autre. Je pense que, et c'est ce que tu disais, Elena, l'important, c'est de savoir comment est-ce qu'on alloue les risques, quels risques, qui les prend en charge, pour à la fin savoir quel coût global va être supporté par la collectivité. Et encore une fois, quand on compare un modèle HPC avec un modèle Sizewell, on se rend compte que le coût pour la collectivité est bien moindre dans le cas d'une barre, précisément parce que les coûts financiers sont chantés. Alors, si vous me permettez, je ne sais pas quelle heure il est parce que j'ai travaillé sans filet. C'est ça que je demandais à Alban de me ramener mon téléphone. C'était pour avoir l'heure. Moins 10. Moins 10. Alors, Pas moins 10. oui, alors on va prendre une petite demi-heure si vous êtes d'accord. On réduira un petit peu la pause café. C'est pas grave. Enfin, selon moi. Alors, attends. Donc, il a été interpellé par mal, Nicolas, mais je te propose, Nicolas, si tu es d'accord, après aussi les questions de la salle. Donc, on va prendre quelques questions de la salle sur ces objets-là, bien sûr, hein, parce que après, on reviendra sur la coopération entre les États. Donc, Philippe Herzog avait levé son doigt, Michel Péquineau, oh là là, je ne me rappelle plus de ton prénom, Gabin, Eric et Jean-Claude Perrodin, la monsieur Magne. Et alors, est-ce qu'on a aussi, parce que nous avons 100, alors attendez, parce qu'on a 100 zoomers, à peu près. Donc, est-ce qu'il y a des questions intéressantes? Toutes les questions sont intéressantes, bien sûr. Peut-être leur dire qu'ils peuvent poser des questions. Par chat, voilà, ils peuvent les poser par chat et toi, tu nous les restitues. Alors, pour le micro, voilà, pour que les zoomers, justement. Bonjour les zoomers, en tout cas, vous êtes nombreux, aussi nombreux, même plus qu'en salle, donc c'est important. Et Alban, est-ce que tu peux nous restituer une question ou pas? Enfin, tu la travailles pendant ce temps-là, Philippe Herzog. Alors, essayez d'avoir des questions relativement brèves, que ça ne prenne pas notre demi-heure, pour qu'on puisse avoir les réponses. Oui, le micro, ça vient. Alors, qui veut venir m'aider, Sarah ou quelqu'un Quelqu'un peut venir m'aider à passer le micro? Non, ou un jeune? Bon, je vais m'exprimer en... Oui, alors, Mika, si tu peux. Ou toi. Je vais m'exprimer en style télégraphique. C'est un avis plutôt qu'une question directement. Première observation, ce sont de tels changements devant nous, et très, très difficiles, que l'acceptation et la compréhension des sociétés va être obligatoire. Ça ne se passe pas simplement en négociation entre les États et la Commission. Et je n'évite pas les sujets concrets, j'y viens après. Il faut que les sociétés soient dans le coup parce qu'elles vont devoir être impliquées dans le fonctionnement. On ne fait pas de prospective ici, mais il faut bien voir qu'on a sous-investi et les nouveaux investissements, c'est dans 7-10 ans qu'on commencera à avoir les bénéfices. En attendant, et que la demande d'électricité ne va pas cesser d'augmenter, comme on le voit avec l'intelligence artificielle, etc., de façon fantastique, comme il a été dit tout à l'heure. Donc l'insuffisance de production, elle est devant nous. Et attendez-vous à des coupures d'électricité et à des hausses de prix et à des paniques. Est-ce qu'on va subventionner les populations face au choc, comme on l'a fait dans la dernière fois, alors qu'on peut s'attendre à des difficultés plus importantes? C'est mon premier point. Deuxième élément du changement, pour le côté français, ça a été dit par Antoine, changement majeur, 100% nationalisé EDF. Donc la question du rôle de l'État français et des politiques derrière doit être posée fortement, parce que qui dit État 100%, c'est État souverain, État responsable de ses actes. Et ce n'est pas des technocrates français qui vont essayer de magouiller et trouver dans les rustines. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut que l'État français, c'est ma deuxième remarque, soit suffisamment conscient des problèmes, non seulement pour lui, mais pour l'Europe, pour pouvoir faire jouer de bonne façon sa responsabilité de souverain. C'est un changement de donne, ça a été dit, enfin peu développé, mais je le souligne. Et il faut l'aider, et puis il faut l'encadrer aussi, à ce qu'il fasse ça correctement. L'État français ne pourra pas se déclarer souverain, pas seulement dans le cadre de la taxonomie, c'est bien, mais ça ne va pas suffire, évidemment, face aux multiples négociations qui sont en jeu. Donc il faut que l'État français apprenne à porter aussi l'intérêt général européen.
Et si on ne veut pas comprendre que l'électricité n'est pas un bien comme les autres, mais un bien qui doit devenir un bien commun, c'est-à-dire électricité abordable en tout temps et accessible partout, c'est un bien public. On a complètement oublié, notamment côté français, les travaux de Maurice Allais, qui est notre prix Nobel émérite, je dirais, qui soulignait ces questions. On ne peut pas réguler un marché seulement dans la continuité des étapes de libéralisation plus rustines. Ça, c'est ma conviction profonde. Il faut une notion de bien public européen quelque part. C'est ma deuxième remarque. Et alors la troisième, j'entre dans le concret, évidemment. Les contrats, je ne boude pas du tout parce que je trouve ce débat très intéressant. Il faut bien voir que, justement, vu ces chocs, vu ces difficultés, le problème d'implication des sociétés est au rendez-vous. Alors, qui dit implication? Parce qu'on va arriver au problème de financement, ça ne va pas démarrer sans financement, hein. Non seulement pour la première phase, mais sur une longue durée. Donc, le problème de l'implication des consommateurs et des épargnants va se poser dans des questions de façon tout à fait nouvelle. Ils ne vont pas tous aller chercher sur le marché spot, qui, je rappelle, fonctionne quand même à un jour ou deux maximum. Alors, excusez-moi, pour les signaux de long terme, ça pose de sacrés problèmes. Ça ne tient pas debout. On ne va pas non plus demander forcément à l'État français de garantir CFD pur. Inclé, il faudra tirer des enseignements. 92 livres à long terme, on peut garantir ça comme ça, et on va mégoter sur 58 ou 70 euros. Ça ne tient pas debout. Tenons compte de l'expérience, bon sang. Tenons compte de l'expérience. Donc il va falloir impliquer les consommateurs et les épargnants dès le début, à mon avis, dès le début. Même pour la phase de construction, parce que la construction vient avant la mise en œuvre et la rentrée des fonds par le tarif, évidemment. Donc, et les coûts sont faramineux, ça a été dit 2 fois tout à l'heure à la tribune, parce que les coûts des banques chinoises à Hinkley Point en Angleterre, c'était des taux d'intérêt très élevés. Donc il va falloir accepter aussi d'abaisser, en les partageant, les coûts. Ce n'est pas un mal que les taux d'intérêt, notamment entre parenthèses, soient plus faibles, parce qu'on a fait n'importe quoi avec des taux d'intérêt très bas et négatifs. On n'a pas investi, on a fait n'importe quoi. Et si on veut que les épargnants français et autres entrent dans le système à financer, je préfère quand même une rémunération garantie, comme actuellement, comme la Banque centrale remonte ses taux, je préfère 3,5% que 0 ou négatif en banque. Donc ces questions doivent être posées sans retard devant l'opinion publique, avant de dire contrat, machin, je mégote. Et les contrats, c'est très important, évidemment, mais qui supposent une vision. C'est le sens de mes propos, et après très concret sur... C'est pourquoi, et ça a été dit, rappelons que dans les consommateurs, il n'y a pas que les particuliers, il y a les collectivités territoriales. Merci qu'elles soient présentes, parce que c'est des acheteurs. Il y a des grandes entreprises, des consommateurs, et puis aussi des collectivités territoriales. Et que Bruxelles, qui va apprendre ces choses-là, ne nous dise pas asymétrie de position dominante, parce que si une petite localité française ne peut pas travailler dans le système en partenariat avec EDF, c'est quand même un sacré problème. Et je vous assure que vous aurez les gens dans la rue. Donc il faut pouvoir impliquer les consommateurs et les épargnants dès le début. C'est pourquoi le RAB, qui n'est pas incompatible avec CFD, mais qui ne pose pas du tout les mêmes problèmes, justement, qui permet d'amorcer déjà au moins, et de ne pas engager l'État français à fournir des garanties mirobolantes pour, à long terme, arriver au-dessus des 92 livres, ou je ne sais pas quel... Enfin, passons. On ne peut pas engager les contribuables français et la société française à des prix à long terme trop bas, parce que dans tout ce contexte, les prix vont monter. Et la question, ce n'est pas simplement prix stable, c'est ma seule petite nuance, des prix stabilisés, parce qu'effectivement, la volatilité, ça a été dit par Nicolas, est un sacré souci. Ce n'est pas simplement le niveau, mais la volatilité. Regardez ce qui s'est passé dans la dernière crise. Donc, c'est des sujets énormes. Et donc, impliquer dès le départ les épargnants et les consommateurs amène à du RAB et pas seulement du CFD. Il ne faut pas que la Commission ne campe que là-dessus. Et réévaluer la question des PPA. S'il n'y a, je ne suis pas d'accord là tout à fait, ce n'est pas ce compte ordre. Il faut pouvoir des engagements durables
entre consommateurs, épargnants et producteurs. Et il ne faut pas que la Commission mette des bâtons dans les roues de ces contrats à long terme sous prétexte qu'on a érigé le CFD en mesure sympathique et plutôt que d'autres. Les deux sont importants. Et ce n'est pas du deuxième ordre, parce que c'est des partenariats multiples qui sont en jeu. Et je termine. D'autant plus qu'il faudra une chaîne. On parle des investisseurs. Qui va prendre le relais des banques de dépôt? Forcément des investisseurs institutionnels. Des gens qui ont la finance patiente, qui peuvent investir sur 10-20 ans en prenant des paris, évidemment. Donc la chaîne des investisseurs va devoir être construite. Elle n'existe pas aujourd'hui. Il faut y penser dès maintenant. Sinon, on pourra passer combien de temps à attendre que les premiers nouveaux des 14 commencent vraiment à être financés? Je voulais souligner tout ça parce que derrière les problèmes techniques justement posés tout à l'heure, je pense qu'il faudra tirer ça au clair. Un grand merci Philippe, beaucoup de questions. Alors, Michel, tu donneras après à ton voisin. Oui, le monsieur aussi, bien sûr, tout le monde va donner sa question. Tu n'as pas de micro, alors on commence par là. Bien. Je peux. J'aurais deux questions. Si on veut. Attendez, un tout petit mot. Pardon. Sur les interventions plus ou moins longues. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille. Philippe Herzog fait partie de l'équipe qui travaille dans les entretiens européens. C'est un macroéconomiste tout à fait compétent, sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui dans la réflexion. Il a créé les assises du long terme à l'échelle de l'Europe. Permettez-lui de restituer 2-3 questions fondamentales sans trouver le temps long et sans taper sur le micro. Maintenant, on lui permet tout ce qu'il veut. Simplement, si on veut impliquer les collectivités locales, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des petits réacteurs qui seraient beaucoup plus vite faits? Et si j'habite Nîmes et qu'on me demande de financer un petit réacteur qui va alimenter le Gard, peut-être que je vais mettre des sous. Et d'autant plus que les petits réacteurs seraient probablement plus vite construits que les grands, mais je sais bien qu'on est dans un pays jacobin. Oui, ma question rebondissait sur les derniers propos de Philippe Herzog et je voulais m'adresser à Madame Burdikina ainsi qu'à Monsieur Bizet. Moi, je fais partie des gens, bien sûr, comme tous ici, convaincus de l'intérêt du nucléaire et de son avenir. Mais il y a quand même un travail à faire au niveau de l'image du nucléaire, au niveau de l'opinion publique. Et je voulais vous demander, Madame, ce que vous pensez du mal que l'on a au niveau européen à faire valoir le nucléaire comme étant une énergie propre. Il y a quand même eu des discussions plus que saignantes là-dessus, en particulier avec les Allemands. Et j'enchaîne sur une autre question plus orientée vers M. Bizet. Le problème, si vous voulez que les investisseurs investissent, il faut assurer une fiabilité au niveau des délais et des prix. Alors évidemment, c'est un mal français. Moi, je ne connais pas de marché public qui ne dérape pas. Mais quand même, il y a des limites. Mais dans le cas particulier du nucléaire, en dehors du problème de fond qui est français et qu'on ne résoudra pas ici, cette manie que je constate depuis des dizaines d'années maintenant, d'imposer une nouvelle contrainte pour la construction de Flamanville à chaque fois qu'il est prêt à démarrer, quand est-ce que ça va s'arrêter, ce cirque? Voilà. Merci. Oui, donc je vais essayer d'être très court. J'ai quelques handicaps. D'abord, je suis ingénieur. Ensuite, j'ai été industriel puisque j'ai créé plusieurs sociétés dans le domaine de la radioactivité, la protection des centrales nucléaires un peu partout en Europe. Et je voudrais juste faire un petit état des lieux. Le problème est essentiellement politique. Toute l'histoire de l'électricité, c'est un problème politique. Il y a d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté la France. L'Allemagne et la Commission européenne est dominée depuis longtemps. C'est la table ronde, cher monsieur. C'est le rôle des États. Donc là, on voulait parler de la réforme du marché. Ah ben, elle est bloquée par l'Allemagne. Oui, voilà. C'est bien si c'est ça, j'ai dit. Non. Mais c'est pour dire que là, il faudrait qu'on rentre dans les sujets qui ont été abordés pour qu'on puisse ensuite basculer sur le rôle des États, bien sûr. Allez-y, quand même. Bon, moi, je ne peux pas. Je comprends. Simplement pour dire que, en fait, c'est un problème politique dominé par les écologistes.
Et quand on parle de l'avenir du nucléaire en France, il faut se souvenir que M. Macron, en février de 2022, a présenté son programme, et que son programme, c'est 100 gigawatts de nucléaire, c'est 400 gigawatts d'éolien terrestre, c'est 400 gigawatts d'éolien offshore, et c'est 100 gigawatts de photovoltaïque. À partir de là, je suis assez triste de la situation. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça fait les derniers chiffres, hein, parce qu'il a bougé quand même, M. Macron. Éric. Oui, c'est plus une question pour M. Pézaresi. Vous avez dit que la DG Comp et la Commission allaient avoir une approche moins discriminatoire que ce qu'elle a eu jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle. Je vais prendre un exemple qui m'est cher quand même. C'est AO5, c'est le parc éolien Bretagne Sud. Et la DG Comp a approuvé une aide d'État de 2 milliards d'euros pour 20 éoliennes. Alors d'abord, ça fait cher de l'éolienne. Je ne sais pas si c'est discriminatoire ou pas, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que dans le document, le tiers du document, qui est impressionnant, est consacré à une discussion sur les phénomènes de prix négatifs. Un phénomène qui existe déjà et qui va s'accroître avec les productions renouvelables qui ne sont pas corrélées à la demande. Et en gros, il s'agit de savoir comment le producteur éolien sera rémunéré, même en cas de prix négatif. Donc ça, comment ça marche avec les CFD? C'est le contraire d'un CFD double plafond. Et puis enfin, bon, s'il s'agit de faire de non discriminatoire, moi je pense qu'un jour, il faudra vraiment discriminer entre les sources d'énergie capables de fournir une énergie de base pilotable et celles qui n'en sont pas capables parce qu'elles ne rendent pas du tout les mêmes services à la société. Oui, bonjour, Jean-Claude Perroda. Donc, je suis ingénieur aussi, ancien CEA et ancien conseiller énergie à l'ambassade de France à Berlin, juste post-Fukushima, c'est vous dire. Donc, j'ai deux questions à poser, peut-être sur le risque et l'acceptation du public. Il est très important que l'opinion publique puisse faire face à d'éventuelles difficultés qu'on pourrait avoir. Bon, on pense à Fukushima sur le nucléaire. Il ne faut pas qu'un incident puisse venir s'opposer aux constructions en cours. Donc il y a tout un travail de préparation au départ qu'il est indispensable de mener. Deuxième point, c'est la question de la recherche. Parce qu'on a beaucoup parlé d'investissement sur des technologies connues, en cours, mais il faut quand même bien voir qu'il y a énormément de chercheurs qui travaillent et qui peuvent amener des technologies qui peuvent être très intéressantes dans les 20, 30 et 40 années à venir. Et ça peut être sur le nucléaire, là on a parlé des SMR, mais on peut parler de désalinisation, on peut parler de ces technologies qui peuvent être mises en place après beaucoup de recherches, et même sur la partie renouvelable, sur la partie stockage, où on a peut-être des tas de choses encore à inventer. Donc ce qui serait bien, je trouve, c'est qu'on puisse parler, quand on parle d'investissement sur la recherche. Voilà, merci de votre attention. Vous avez oublié la fusion nucléaire, je crois. Et la fusion nucléaire, bien évidemment. Alors, la fusion nucléaire, on va peut-être pour un autre colloque. Alors, je vous propose encore le jeune homme et puis la dame, et stop les questions, on revient à la tribune, sinon on va exploser le timing. Oui, voilà, moi je ne suis pas du tout compétente, expert, ni rien, ni ingénieur, je suis une consommatrice basique. Et quand même, je peux dire que l'Europe nous amène à nous poser beaucoup de questions en matière d'énergie. Notamment, quand on entend des objectifs de 45% de puissance installée d'ENR, sachant très bien qu'au lieu de raisonner en termes de résultats de production d'énergie décarbonée, ça me paraît tellement évident que je ne comprends pas comment personne ne remet ça en question. Pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà. Déjà, première chose, ça n'a aucun sens. Quand on voit l'Allemagne, par exemple, qui a une puissance installée, rien que de l'éolien, supérieure à la puissance installée nucléaire, et quand on voit comment ça marche chez eux, c'est-à-dire que ça marche au charbon, franchement, on se pose des questions sur le sérieux de l'Europe, de la Commission européenne. Enfin, voilà, moi, c'est mon avis.
Autre question que je me pose, notamment, c'est sur le... on en arrive à un stade où, comme les ENR intermittentes et aléatoires sont prioritaires sur le réseau, ce qui veut dire que maintenant, le nucléaire devient le backup de ces énergies de très mauvaise qualité. Là encore, moi, je sais pas, mais moi qui suis une néophyte, je suis en train de me poser des questions. Qui décide ce genre de choses? Voilà. Alors que maintenant, soi-disant que les ENR, elles ont plus de 20 ans, 25 ans d'existence, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas matures. Alors, on entend souvent parler aussi des prix, que le nucléaire, ça coûte cher. D'accord, certainement. Mais on ne fait jamais le bilan de ce que nous ont coûté déjà ces fameuses ENR intermittentes de mauvaise qualité. Je vais un exemple très concret. Alors, peut-être. On en reparlera voilà, tout à l'heure. Hein, mais la comparaison prix, effectivement, on l'a entendu, bien sûr. Donc, comment c'est ton prénom? Gabin, je vais y arriver. Gabin. Gabin, le micro, Alban, ici. Ah, merci. Oui, mais merci pour vos interventions très intéressantes. J'aurais une question par rapport au VPP, donc les Virtual Power Plants, et les droits de tirage qui y sont associés. En particulier du côté d'une part de la DG Comp, qu'est-ce qu'elle pense de ce système qu'elle considère comme étant un programme régulé de mise à disposition d'électricité pour, par exemple, les fournisseurs et les électrons intensifs. Et d'autre part, et là je m'adresse à Monsieur Bizet, est-ce qu'on peut attendre qu'EDF soit davantage ouvre davantage la porte à ce genre de droit de tirage, de nouveau, puisque je note votre enthousiasme qui a été le cas historiquement, je pense à évidemment tout ce qui se passait autour de la frontière suisse. Est-ce qu'on peut espérer un changement de position de l'opérateur historique sur ce point? Allez, on revient à la tribune. Alors Nicolas, tu concluras peut-être la table ronde, non? Qu'est-ce que tu en penses? Allez, Franck, tu démarres et puis tu passes le micro. Antoine, Elena et Franck. Alors moi, ce sera rapide, c'est surtout en réponse à ce que Philippe Herzog disait tout à l'heure. Juste deux précisions sur le risque de blackout dans les années qui viennent en attendant que le nouveau nucléaire soit prêt. Moi, j'en reviens à l'étude qu'a fait RTE, Futur énergétique 2050. Hein. Donc je pense que la priorité, c'est quand même d'arrêter de se battre entre les pro-nucléaires et les pro-ENR, parce qu'il est juste évident qu'on a besoin des deux et le plus vite possible. Voilà, je crois que c'est quand même bien de le rappeler. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est bien de le rappeler aussi, la sobriété, ce n'était pas qu'une chose pour l'hiver 2022-2023, c'est quelque chose qui doit devenir dans l'ADN de tout le monde, particulier entreprise. Moi, j'arrête pas de le dire à mes membres, parce que de toute façon, on ne résoudra pas l'équation sans sobriété. Concernant les coûts, alors, faut pas parce que les 58 ou 70 dont on parlait, c'était pour le nucléaire existant avec le grand carénage. Je ne parlais pas du nouveau nucléaire dont les coûts, il ne m'appartient pas de les calculer, bien évidemment. Hein. Simplement, les coûts ne peuvent pas non plus dériver à l'excès parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de grandes entreprises sont soumises à de la concurrence extra-européenne. Et quand on est en concurrence avec des installations basées aux États-Unis, en Turquie, en Inde, en Chine ou ailleurs, on a besoin aussi d'avoir une compétitivité, on ne peut pas complètement l'oublier. Et enfin, concernant les contrats de long terme, les PPA, je ne suis peut-être pas l'exprimer, hein, pour moi, c'est pas de second ordre, c'est important, mais simplement, je disais que seule une minorité de grandes entreprises pourront en bénéficier. C'est pour ça que sur la masse, les contrats pour différence me semblaient plus importants, mais je ne renie pas du tout l'intérêt d'un PPA. Merci Franck. Alors peut-être premier point, je rebondis sur ce que tu disais sur l'opposition nucléaire et renouvelable. Évidemment, je partage, évidemment, et on s'attache, nous, à EDF, à Bruxelles et partout, à porter ce message qui est véritablement sincère. On ne peut pas se payer le luxe de taper sur les renouvelables. D'ailleurs, mon PDG précise à chaque fois qu'il rencontre des responsables que son boulot, ça n'est pas de vendre de l'électricité nucléaire, c'est de vendre de l'électricité. Si un jour on trouve un mécanisme, un système qui est plus intéressant que le nucléaire, eh ben on vendra autre chose. Et c'est essentiel, je pense, fondamentalement, d'avoir cette approche-là, parce que c'est la seule qui fera que le nucléaire pourra avoir une place, y compris dans les opinions publiques. Non. Bah, si, Alors, on va pas avoir le débat là maintenant.
On pourra peut-être en parler au café, si vous voulez, c'est intéressant. Oui, mais attention, Antoine, alors, si je peux me permettre, on peut applaudir autant qu'on veut. Mesurons les effets. On a une expérience de trop d'ENR sur les marchés, avec la discrimination dont elles ont bénéficié, avec la priorité dans les réseaux. Tout à fait. Les effets pervers que ça a conduit. Tout à fait. Je suis pour qu'on mesure bien, pour qu'après on voit les équilibres qu'il faut respecter. Mais évidemment qu'il faut un système optimisé. Comme dans le Green Deal ou comme en Allemagne, excusez-moi, ce ne sont pas des bons modèles. La preuve, on Je en crois pas que ce pratique soit. tous les jours. Je crois pas que ce soit ce que j'ai dit. Hein. Non, pas du tout, Antoine. Mais voilà, si tu vois, tu as été compris comme ça. Donc il faut faire attention. Non, Voilà. détrompez-vous. Il faut Prenez un micro, Madame Fischer, prenez un micro. Non, c'est pas grave. Antoine, il a à dire ce qu'il a à dire. Mais encore une fois, je pense, et j'aimerais que vous en soyez convaincus, qu'il est totalement stérile d'opposer les deux. On a besoin d'un système optimisé, et pour les deux, on a besoin des deux. Bon, écoutez, ok, on n'est pas d'accord, très bien. Sur les VPP, alors je ne sais pas très sincèrement si pour le programme nouveau nucléaire, on pourrait envisager la chose. Encore une fois, vous l'avez compris, tout n'est pas à notre main. Mais l'expérience montre que c'est un système qui a fonctionné, qui fonctionne bien, qui a permis de financer une partie du parc historique. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on se soit éloigné de cette idée-là. C'est juste que pendant 30 ans, on a arrêté de construire et du coup, la question se posait moins. Mais c'est en tout cas quelque chose qu'on regarde ou qu'on doit regarder avec intérêt. Et je ne sais pas si ce sera la solution, mais ça fait partie du champ des possibles de manière indubitable. Et pour le SMR dans le Gard, ça tombe bien, j'en viens. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus rapide. C'est aujourd'hui encore à l'état de basic design, etc. Donc on est sur des maturités qui nous emmènent plutôt, en tout cas pour ce qui concerne Neward, entre 30 et 35. Voilà, donc je ne suis pas sûr que ça aille radicalement plus vite. Pour une mise en service, ouais. Si je peux justement rebondir sur l'opposition de ENR versus nucléaire, pour nous ce débat n'existe pas parce qu'on finance les deux, dans les finances durables. Ça fait partie de la taxonomie et on est très content d'avoir ce référentiel à notre main parce que ça permet également de faire fédérer les investisseurs autour de nous et les banques pour pouvoir financer les deux. En ce qui concerne l'acceptabilité du nucléaire, l'acceptabilité sociale, oui, il y a beaucoup de mal qui a été fait. Et nous, de notre point de vue, je pense qu'on contribue à réparer en partie ces dégâts. Donc, nous assumons notre milliard en faveur d'EDF pour le programme Grand Carénage. Nous assumons totalement le côté bas carbone de l'énergie nucléaire. Et oui, nous assumons totalement aussi notre responsabilité par rapport à tout ce qui est financement de la recherche et du développement, parce que l'innovation et la réindustrialisation, ça crée quand même un cercle vertueux. Et le groupe Crédit Agricole a décidé de faire partie de ce cercle vertueux totalement. Et nous suivons avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir tout ce qui se passe à Vivatech cette semaine et toutes les nouvelles initiatives françaises notamment, beaucoup. Mais effectivement, à la date d'aujourd'hui, pour parler du financement bancaire pour ces sociétés, c'est un petit peu tôt. En tout cas, nous, on voit l'appétit des investisseurs equity, de venture capital pour ces sociétés-là, mais énorme, et qui vient de partout ailleurs, lorsqu'on aimerait que ces pépites françaises restent peut-être françaises jusqu'à un certain point. Donc oui, nous assumons totalement le rôle de contributeur justement à cette redynamisation de la France sur la base du nucléaire et sur les autres, les énergies. Et aussi un point que je voulais souligner, qu'il n'y a pas d'opposition entre les types d'énergie, il y a quand même un mix optimal. Et toute source d'énergie a ses contreparties. Donc, de point de vue, encore une fois, de verditure et de vertu, il y a quand même les contreparties aux renouvelables, comme il y a des contreparties au nucléaire, comme il y a des contreparties, bien évidemment, aux fossiles, d'énormes contreparties qui nous ont menés à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui
nous devons faire face à cette crise. Nicolas, un dernier mot. Merci beaucoup. Pas de grand-chose à ajouter sur le débat qui est très intéressant. Je pense que, d'abord, du point de vue européen, vous êtes conscient que l'objectif est un objectif de décarbonisation dans un cadre dans lequel les États membres ont quand même le choix du mix technologique et du mix énergétique qui est reconnu par les traités. Donc, sur cette base-là, moi, je vois non plus une contradiction entre le nucléaire et les autres, et les renouvelables, par exemple. Je pense également que, pour rebondir sur la question de Claude qui disait tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut encore la DG Concurrence dans l'équation? Une question un peu provocatoire. Mais je lis cette question, la question sur le CFD, le prix négatif. Mais parce que qu'est-ce qu'on fait la DG Concurrence? On essaie de s'assurer que si les États membres interviennent pour financer à la fois des nouvelles technologies ou des anciennes technologies, le font d'une façon qui est nécessaire, qui est proportionnée, qui n'est pas distorsive. Et notamment dans le cadre, par exemple, du financement allemand pour l'énergie renouvelable, nous nous sommes assurés à ce que la question du prix négatif, donc la rémunération des énergies renouvelables quand les prix sont négatifs, soit bien traitée. Et ça a été un débat qui n'était pas facile. C'est pour ça que vous voyez parfois dans nos décisions toutes ces discussions-là sur ce point. Parce qu'on veut éviter de la surcompensation. On a eu énormément de surcompensation dans le passé, vous l'avez noté. Alors, sur la recherche, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, les règles sur les aides d'État en termes de recherche sont très généreuse. On n'a jamais eu de problème en fait de financer la recherche. Si ça c'est le choix des États membres par ailleurs là-dedans. Sur la différence pilotable et intermittente, je voudrais quand même dire une chose que peut-être je n'ai pas mentionnée dans mon exposé initial. Dans la réforme de la Commission, vous retrouverez également des propositions de renforcer les sources de flexibilité. Ça, c'est important. Donc, la proposition dit qu'il pourrait y avoir pour les États membres la possibilité de développer davantage des instruments pour sauvegarder ou pour renforcer les sources flexibles, justement pour éviter les pointes, etc. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, ben vous voyez, on a presque tenu. Alors, évidemment, on va les applaudir. Merci. On n'aura pas pu brosser. On reste avec certaines questions très importantes, mais qui sont dans le débat, qui ne sont pas encore tranchées de toute façon. Donc, moi, je n'ai pas prédit que ce sera après les élections européennes. Je dis qu'il y a certains États qui veulent que ce soit après les élections européennes, et nous, dans la France, on voudrait que ce soit avant la fin de l'année. Mais bon, attention, c'est une bataille au sein de l'Europe, c'est même une guerre. Il faut quand même dire les choses comme elles le sont. Et c'est pourquoi... Ah oui, le micro... Voilà. Oui, pour les zoomers, en tout cas, je disais que je ne demande pas le vote de la réforme du marché après les élections européennes. Je dis qu'il y a un risque que ce soit après parce qu'il s'allie aussi les pays qui ne veulent pas de réforme structurelle du marché pour que ce soit une réforme prudente et qui arrive après les élections européennes. Et nous, dans la France, on se bat pour qu'elle arrive le plus vite possible pour des raisons d'urgence de l'investissement, si on veut renouveler notre parc et si on veut aller effectivement vers un mix décarboné. Parce que ce qu'on n'a pas beaucoup dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous sommes encore dépendants à 75%, voire 80% des fossiles. Ne trichons pas, donc on aura besoin effectivement des deux, mais encore une fois, dans un certain équilibre à respecter, si nous ne voulons pas les effets pervers que nous avons rencontrés sur le marché. Car trop de NR exige une base pilotable, j'insiste, et si on n'a plus de nucléaire, ce sera le gaz. Et le gaz, ça fait partie des fossiles, que je sache, et qui a provoqué la crise que nous venons de connaître. Donc attention de faire la bonne analyse de notre système électrique pour effectivement aller de l'avant. Moi, c'est tout pour conclure cette table ronde maintenant. Et en tout cas, un grand merci. Et je dirais, on va aller boire un café, manger une madeleine, et on revient dans un quart d'heure. Ça vous va ?
Allez, à tout de suite.